Merci, docteur Le Calvez, pour cette présentation généreuse. Merci aussi d'avoir rappelé en effet les 3 mots qui m'ont été proposés pour cette ultime intervention. Merci aussi à vous d'avoir la patience et le courage d'écouter le dernier intervenant. La personne en son corps, l'expression a été proposée déjà ce matin par Donatien Mallet, que j'ai bien écouté. C'est une expression que moi-même j'emprunte aux juristes, parce qu'il fut un temps où on ne réduisait pas la personne à son corps, disons, physique. Mais il allait de soi que le corps, c'était la personne, et la personne, c'était le corps, sans pouvoir ici rentrer dans un dualisme qui n'est pas de circonstance. Le dualisme, ça veut dire qu'il y a un corps et une âme, un corps et un esprit, si vous préférez, un corps et un psychisme, un corps qui s'anime, c'est ce que veut dire l'âme au bout du compte. Il y a toujours une unité indissoluble de la personne. Et si les juristes se sont mis à parler de la personne en son corps, c'est parce qu'il est venu un moment où il y a eu une dissociation des éléments du corps. Voilà qu'on s'est avisé, ne serait-ce qu'avec les greffes d'organes, que le corps était, entre guillemets, démontable et que l'on pouvait finalement le penser comme une machine. Alors ne croyez pas que je vais me révolter contre cette idée que le corps pourrait aussi être une machine. Pourquoi ? Parce que c'est bien grâce aussi à cette conception d'un corps qui est fonctionnel, qui a des fonctions organiques, que nous avons vécu des progrès fantastiques dont nous sommes tous les héritiers. C'est parce qu'on a pensé le corps en tant que corps, j'allais dire machine, qu'on a pu améliorer nos connaissances, en particulier sur la circulation sanguine, et qu'on a pu développer eh bien, justement, toute cette chirurgie bienfaisante, qu'on a pu développer aussi les prothèses qui nous font tant de bien. Je ne vais pas les énumérer, mais regardez quand même ce que nous pouvons faire des corps. Alors, évidemment, cette idée que le corps est démontable et recomposable a pu produire et a produit des effets un peu désastreux. Et c'est pourquoi les juristes sont venus nous dire, ou du moins ceux qui ont une conception anthropologique du droit, sont venus nous dire, attention, la personne, c'est bien son corps. Et donc, n'allez pas oublier que le corps est inévitablement un corps animé, et c'est bien cela la personne. C'est-à-dire, cette dualité ne doit pas devenir un dualisme, c'est-à-dire le fait de penser un corps animé ne doit pas devenir, d'un côté il y a l'âme, de l'autre côté il y a le corps. Non, l'âme c'est le corps et le corps c'est l'âme d'une certaine manière. Les choses ont été dites, et très bien dites ce matin, autour de la phénoménologie. Mais je ne veux pas jouer au philosophe savant ici, et je vais, si vous voulez, me borner à dire que le corps peut être vécu, nous le savons depuis Platon, comme une prison. Nous l'entendons d'ailleurs quand les paroles de patients viennent nous le rappeler. Le corps, c'est une incarcération. Voilà, je voudrais être autre que ce que mon corps me dit, que ce que mon corps m'enseigne, et quand je dis je, justement, je me sépare de mon corps. J'ai un corps. Je ne suis pas mon corps, j'ai un corps. Et c'est lui qui ne me respecte pas dans ce que je voudrais être. Mais également, je suis un corps. Les deux sont à mettre en tension. Les deux ne sont pas opposés. Quand je dis j'ai un corps, c'est qu'en général, je souffre de ce corps. Et quand je dis je suis un corps, c'est parce que je me sens parfaitement unifié en lui. Et les deux mouvements, je crois, sont inséparables. Trêve de considération un peu philosophique, peut-être trop rapide. Et je répète une dernière fois qu'il n'y a pas de personne en dehors du corps. C'est cela que j'ai voulu dire par la personne en son corps. Si j'ai accepté de réfléchir avec vous, c'est aussi en fonction d'expériences récentes, relativement récentes, sur l'idée qu'il y avait des humains qui pouvaient n'être pas des personnes. Figurez-vous que la chose existe. La raison pour laquelle, ça n'a pas été cité, c'était légitime, j'ai publié au début de cette année un livre sur la question animale, parce que la question du rapport de l'animal et de l'humain est au cœur de préoccupations sociales en ce moment, c'est parce que justement je me suis avisé
qu'à force d'élever la condition de l'animal, ce qui est une bonne chose, me semble-t-il, on a parfois diminué la considération que nous sommes tenus d'avoir vis-à-vis des humains. Je voudrais citer ici celui qui est l'inspirateur du mouvement animaliste d'aujourd'hui, le philosophe Peter Singer, philosophe australien, qui est aujourd'hui enseignant aux États-Unis, qui est considéré comme un des plus influents au monde et qui a eu des propos, lui qui voulait élever la condition de l'animal au niveau de l'humain, qui a des propos qui sont, vous allez le voir tout de suite, proprement scandaleux et qui pourtant ne sont pas réellement dénoncés. Je le cite. « Il existera certainement certains animaux non humains dont la vie, quels que soient les critères retenus, aura plus de valeur que celle de certains humains. Un chimpanzé, un chien ou un porc, par exemple, aura un degré plus élevé de conscience de soi et une plus grande capacité à entretenir des relations avec d'autres que n'en aura un jeune enfant gravement mentalement déficient ou une personne en état de sénilité avancée. Si donc nous fondons le droit à la vie sur ces caractéristiques-là, nous devons accorder à ces animaux un droit à la vie aussi fort, voire plus fort, qu'à de tels humains déficients ou séniles. » Je peux vous citer une dizaine, que dis-je, des dizaines de phrases de ce type, une dernière, une deuxième et une dernière. Du même auteur. « Il n'existe pas de raison objective pour affirmer qu'il est toujours pire de tuer des membres de notre espèce qui ne sont pas des personnes que des membres d'autres espèces qui en sont. Au contraire, des arguments de poids conduisent à penser que prendre la vie de personnes est en soi plus grave que de prendre la vie de non-personnes. Il semble donc par exemple que tuer un chimpanzé est pire que tuer un être humain qui, du fait d'un handicap mental congénital, n'est pas et ne sera jamais une personne. » Je pense que cela intrigue, inquiète et même révolte. Et pourtant, bizarrement, mes amis, j'en compte beaucoup, qui sont dans le mouvement animaliste d'aujourd'hui, oublient régulièrement de dénoncer celui qui est leur père fondateur et qui a écrit ces lignes au fil des dernières décennies du XXe siècle. Vous avez donc compris qu'il y a une nouvelle définition des personnes. Ce ne sont plus nécessairement des êtres humains, ce sont des êtres animaux ou humains, ou pour parler le langage de Singer, animaux non humains ou animaux humains. Ce sont des êtres qui ont des capacités. Vous l'avez bien senti, les enfants, les déficients, les vieillards séniles ont des capacités. Autrement dit, la notion de personne est devenue une notion qui se laisse décrire dans des termes empiriques. C'est une notion qui renvoie à des capacités, en général des capacités cognitives, et si vous n'êtes pas dans la logique de ces capacités cognitives, eh bien vous n'avez plus le statut de personne. Et bien évidemment, les possibilités par exemple de locomotion d'un animal sont supérieures à celles d'une personne complètement paralysée. Et bien évidemment, les capacités quelquefois d'intelligence, parce qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit chez les animaux, vont être parfois plus développées que chez certains êtres humains, bien entendu. Donc, si on commence à mettre en balance des capacités locomotrices, physiques, intellectuelles, en balance, si on les met en balance, je veux dire, eh bien, évidemment, il y aura des cas où les animaux seront supérieurs. Alors, tant mieux si ça élève la condition animale. Je suis partisan du bien-être animal, comme beaucoup d'entre nous, certainement, mais il faut dire aussi que l'envers, ici, de cette promotion de l'animal est bel et bien une détérioration de l'humain, qui n'est plus nécessairement une personne dès lors qu'il ne remplit pas les critères que l'on considère comme devant appartenir. Donc, qu'est-ce qu'une personne au bout du compte? Mais ça a été dit, et ça a été très bien dit depuis ce matin, une personne, c'est quelqu'un que l'on regarde comme une personne. Il n'y a pas de définition de la personne autre que celle-là. C'est-à-dire que nous n'avons pas de démonstration possible de ce que c'est qu'une personne, de qui est une personne. Les choses ont été dites et redites de plusieurs façons par tous les orateurs qui m'ont précédé à ce pupitre. Et je ne peux que
évidemment reprendre leurs propos. Il y a un mot qui a été prononcé ce matin aussi par notre sociologue. Il a fait un peu le savant, mais je vais le faire aussi à ma façon. Le mot de axios, ce mot grec qui veut dire valeur, la valeur. Eh bien, justement, pour prononcer le mot de dignité, ici, je dirais que la dignité, ce n'est pas autre chose qu'une valeur. Mais une valeur, ça ne se démontre pas mathématiquement. Vous ne verrez jamais la dignité sous un scanner. Ce n'est pas avec les yeux du sensible que vous verrez la dignité. C'est évidemment avec le regard que vous poserez sur autrui que vous saurez si oui ou non vous lui reconnaissez cette dignité. Alors je vais prendre le temps de décortiquer un petit peu ce mot qui est hélas utilisé à trop de sauce et au bout du compte, son flou génère des malentendus assez terribles dans les débats que nous avons les uns et les autres sur les questions qui nous occupent, les questions de soucis du plus vulnérable en particulier. Mais auparavant, j'aimerais ne pas être dans le déni de ce qu'est la difficulté à reconnaître une personne en tant que personne. Il est difficile parfois, en effet, et on l'a entendu tout à l'heure, de regarder comme une personne un être humain qui ne présente pas les caractéristiques justement d'une personne. Figurez-vous que ça n'est pas une chose nouvelle. J'ai trouvé, grâce à un très beau livre de Simone de Beauvoir, qui hélas considérait elle-même que c'était son meilleur livre, mais on n'en parle presque jamais. Ce livre s'intitule tout simplement La vieillesse. Dans ce livre de Simone de Beauvoir, il y a ce rappel que déjà il y a 4500 ans, ce n'est pas d'aujourd'hui, un sage et poète égyptien, Ptahhotep, écrivait ceci. Je vous inflige les 10 lignes en question. Comme est pénible la fin d'un vieillard, il s'affaiblit chaque jour, sa vue baisse, ses oreilles deviennent sourdes, sa force décline, son cœur n'a plus de repos, sa bouche devient silencieuse et ne parle point. Ses facultés intellectuelles diminuent et il lui devient impossible de se rappeler aujourd'hui ce que fut hier. Tous ses os sont douloureux. Les occupations auxquelles on s'adonnait naguère avec plaisir ne s'accomplissent plus qu'avec peine et le sens du goût disparaît. La vieillesse est le pire des malheurs qui puisse affliger un homme, le nez se bouche et on ne peut plus rien sentir. Je vous épargne la suite, mais c'est pour vous montrer que l'humanité a toujours su que ce n'était pas rose d'avoir à vieillir, que ce n'était pas rose non plus d'avoir à quitter la vie. Mais que faisons-nous face à tout cela ? Nous sommes démunis. Nous avons toujours été démunis. Nos sagesses, nos philosophies, nos religions nous aident certainement à apprivoiser autant que possible cette dégradation irréversible et cette fin de la vie qui, de toute manière, guette chacun d'entre nous à un moment ou à un autre. Donc, commencer par ne pas se mentir sur la difficulté qu'il y a. Mais je dis ça parce qu'il y a parfois des propos optimistes, mais c'est bien d'être vieux, c'est bien d'être là, d'être chargé d'expérience, d'être retraité, d'avoir enfin du temps choisi et non pas du temps contraint. Oui, tout cela est sûr, tout cela est vrai, mais enfin, n'oublions pas l'autre versant. Et peut-être que les deux versants d'ailleurs souvent se conjuguent, et même une personne qui est très diminuée, qui n'a plus rien, semble-t-il, à offrir, peut au moins offrir sa présence, offrir sa disponibilité, c'est un mot que j'aime beaucoup utiliser. Et le fait d'être cloué parfois sur un lit et sans horizon immédiat, qu'est-ce qui reste ? Eh bien, il reste la disponibilité. Je suis là, je suis là. Et j'ai admiré, évidemment, les séquences qui nous ont été données, où à cet appel « je suis là », il y a une réponse qui est « je vous masse la main, je vous fais écouter de la harpe, je suis là, et vous comptez pour moi d'une certaine manière ». C'est bien ça le sens de l'appel qui est lancé. Quand j'ai vu le titre de la séquence précédente, ça vous impressionne de voir ça. Évidemment, je crois qu'il n'y a pas besoin d'être grand clerc pour comprendre que la personne qui envoie ce pavé attend quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle attend ? Ou bien qu'on la conforte dans l'idée qu'elle se fait d'elle-même, de sa dégradation, ou bien, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'on lui renvoie que, eh bien, ça compte pour nous. Ce que vous appelez ça compte pour nous.
Quand j'ai vu le titre apparaître dans l'intervention qui allait donc précéder la mienne, je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas évoquer devant vous une lecture que j'ai faite au mois de mai dernier dans un grand hebdomadaire, je peux le citer, c'est l'Observateur, c'était sur la couverture en plus, c'était le fils de l'humoriste Guy Bedos, que beaucoup d'entre nous certainement ont apprécié et apprécient encore. Le fils de Guy Bedos raconte les derniers instants de son père et dit des choses très fortes et d'une certaine manière très justes. Son père voulait mourir au domicile. Son père, visiblement, c'était dans une circonstance particulière que nous connaissons tous, de surcharge des hôpitaux. Son père n'a visiblement pas cherché, ni la famille non plus, à s'entourer de personnel de soins palliatifs pour les guider. Autrement dit, la fin annoncée ne pouvait être que difficile, douloureuse, cruelle même. Et donc, on a ce propos que rapporte le fils. C'est son père qui parle ainsi. C'est quoi ça? C'est le fils qui lui pose cette question. C'est quoi ça? Papa vient de dire quelque chose. Papa vient de montrer des personnes qui étaient diminuées, comme lui est en train de devenir. Et n'ont-ils pas des amis, des enfants pour leur dire quoi, papa? Qu'il faut que ça cesse. Promets-moi que tu ne me laisseras pas devenir ça. C'est quoi ça? Oh, tu sais bien. Et Nicolas Bedos de dire, j'acquiesçais sans trop savoir comment je m'y prendrais si ce jour advenait, sur quels critères et quels mots employer. Autrement dit, on a là, je crois, de façon presque caricaturale, en tout cas paradigmatique, comme un modèle de ce qui se passe en ce moment peut-être dans notre société, on a un exemple de refus de la dégradation, ce qui se conçoit parfaitement, me semble-t-il. Refuser la dégradation, c'est parfaitement humain et légitime. Mais ce qui est peut-être nouveau, c'est de réduire cette dégradation à un ça, et un regard que l'on porte sur ceux qui sont comme ça. Quelle est la réponse que l'on peut faire? Justement, c'est celle qu'invente au jour le jour, et c'est la raison pour laquelle je me suis laissé prendre à l'humanité des soins palliatifs que j'ai découvert il y a une trentaine d'années, et que moi qui avais, en tant que philosophe, travaillé sur les questions d'éthique, sur les questions de l'humain, de l'inhumain, je me suis dit qu'il y avait là l'endroit exact où justement était restaurée l'image même de ce que c'est qu'un soin. Les soins palliatifs, pour moi, ce n'est pas du tout une petite grotte, une petite cave extérieure à l'ensemble du soin, c'est ce qui devrait irriguer la totalité du soin. C'est ce qu'on a dit depuis ce matin, quand il faut considérer non pas la maladie, mais le malade, etc. Et donc, je disais tout à l'heure que ce mot d'axios allait me guider dans le petit développement que je me propose de vous faire à présent sur la dignité. Parce que la dignité, c'est un axiome. Alors un axiome, excusez-moi là encore de faire peut-être un peu le savant, un axiome en mathématiques, c'est ce que l'on pose au départ d'un ensemble de raisonnements qui vont ensuite être déduits à partir de ce qui a été posé. Mais vous savez peut-être, même si vous n'êtes pas mathématicien, qu'on n'a jamais réussi à démontrer les postulats, les axiomes, c'est-à-dire ce qu'on affirme à la base d'un système. Ce qui fait qu'il y a d'ailleurs plusieurs mathématiques. Il n'y a pas qu'une seule mathématique, il y en a plusieurs. Un système mathématique, c'est un système hypothético-déductif, c'est-à-dire des hypothèses qui sont posées et desquelles on va déduire un certain nombre de conséquences, mais il y a plusieurs mathématiques. On n'a jamais réussi à démontrer, par exemple, comment commençait la géométrie euclidienne. Le plus court chemin d'un point à un autre, c'est la droite. Personne n'a pu le démontrer. On l'affirme, on le déclare, c'est un axiome. Et puis, évidemment, des mathématiciens sont venus nous dire « Non, le plus court chemin d'un point à un autre, c'est la courbe ». Il y en a même qui ont parlé de courbures positives, d'autres de courbures négatives, et ça fabrique des mathématiques très différentes les unes des autres. Les mathématiques, c'est une science plurielle, et d'ailleurs, ces mathématiques qui ont été inventées au XIXe siècle ont beaucoup servi aux physiciens du XXe et même du XXIe pour construire des modèles de fonctionnement de l'univers. Je ne veux pas rentrer dans ces détails, je veux simplement dire que même en mathématiques, qui est une science réputée exacte, il y a des principes de base qu'on ne peut pas démontrer. Eh bien, c'est pareil pour ce qui concerne l'éthique et même le droit. J'aime beaucoup en revenir à cette première
phrase, à ce début même de première phrase de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, considérant la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine. Voilà les premiers mots, exactement, littéralement. Considérant la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine. Voilà qu'on déclare que la dignité est au fondement de tout le reste. Parce que la suite de la phrase, c'est bien ça. Comme le fondement de la liberté, de la paix et de la justice dans le monde, considérant, et l'article 1er va en rajouter encore en disant, calquant la déclaration de 1989 dans son article 1er, mais en le modifiant légèrement cet article, en ajoutant précisément le thème de dignité, les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Le mot de dignité ne figurait pas dans l'énoncé du premier article de 1789, et voilà que les déclarants de 1948 vont l'y introduire. C'est pas rien. Ça veut dire que ce qui est universellement considéré aujourd'hui comme au fondement de l'ensemble des droits que nous déclarons valables pour tous les humains, c'est la dignité. C'est la dignité et ça se déclare. Ça ne se démontre pas, ça se déclare. L'humanité peut très bien décider de ne pas déclarer la dignité. Et il en ira à ce moment-là du regard que nous portons sur les autres humains, comme du regard que les soignants que nous avons entendus tout à l'heure portent aussi sur les humains. Ou bien on regarde, ou bien on ne regarde pas. Et c'est bien dans le regard que la dignité va être honorée. Ça ne veut pas dire que de ne pas regarder la dignité fera que la personne aura perdu sa dignité, elle l'aura toujours, bien entendu, mais le fait de ne pas la regarder fera que cette dignité ne sera pas sauvegardée, ne sera pas honorée. C'est le mot « sauvegarder » que je viens de prononcer. Pourquoi ? Parce qu'il a été fait allusion tout à l'heure au fait que j'ai eu le bonheur, en tant que philosophe, d'être un citoyen associé à la préparation des différentes lois qui se sont succédées sur la fin de vie, et en particulier, lorsque j'ai été auditionné en 2003, lorsque la loi dite Leonetti du 22 avril 2005 a été préparée, j'avais énormément insisté sur ce mot de dignité, et le législateur, dans les 15 articles qu'il avait proposés, avait ajouté à chaque fois, à la fin de 4 paragraphes, dans cette situation, le médecin sauvegarde la dignité du mourant ou du patient, c'était selon les articles. Et j'avais fait observer que le mot de sauvegarder était assez approprié, mais que j'aurais préféré pour ma part le mot honorer la dignité. Il m'a été répondu que ce n'était plus possible parce que dans le code de déontologie de 1995, déjà on parlait de la sauvegarde de la dignité, qu'il fallait donner une cohérence aux différents articles du droit, et par conséquent on allait continuer. Mais j'avais peur qu'avec le mot de sauvegarder, on laisse entendre que si on ne la sauvegardait pas, eh bien elle disparaissait. Et c'est pourquoi j'aurais préféré pour ma part ce mot de « honorer ». Ce n'est pas tout à fait une parenthèse que je glisse ici, c'est parce que justement, je veux insister sur le fait que la dignité a plusieurs sens dans le langage courant. Et le premier, c'est celui que je viens d'essayer de vous dire, c'est-à-dire qu'il y a, dès lors qu'on est un être humain, une valeur inconditionnelle, incomparable à déclarer, non pas à démontrer, j'y insiste, à déclarer, parce que ce sera à partir de cette déclaration que nous pourrons construire de façon cohérente un dispositif qui nous permettra à nous autres humains, et pas simplement nous autres soignants qui avons en charge les personnes vulnérables, mais à nous autres humains de savoir toujours voir ce que l'on ne voit pas quand on regarde simplement les capacités cognitives, comme hélas le philosophe dont je parlais tout à l'heure nous l'a montré. C'est important, je crois, de le signaler, de le souligner. Cette dignité, elle est intrinsèque à l'être humain, elle participe de l'être humain. Il n'y a encore une fois pas de démonstration possible. Nous sommes humains, donc des êtres dignes. Nous sommes des êtres dignes, donc des humains. C'est circulaire d'une certaine manière. Et le Comité consultatif national d'éthique, lorsqu'il était présidé par Jean Bernard, l'avait dit d'une façon très sobre, la dignité, c'est l'humanité, l'humanité, c'est la dignité. Et il n'y avait rien à ajouter à tout cela. Mais nous pouvons, bien sûr, décider d'être moins humains et de dire « Ah, cette dignité, non, cette personne ne l'a plus, puisqu'elle ne répond pas aux critères dont nous parlions tout à l'heure. » C'est terrifiant. Évidemment, c'est même monstrueux d'affirmer une chose pareille. Donc, tant que nous avons cette boussole des premiers mots de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous devons nous y accrocher très fortement. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un être digne ? C'est un être humain qui, quelle que soit son apparence, quels que soient même les forfaits qu'il a pu commettre dans son existence, reste un être humain.
nous pouvons le condamner sévèrement, nous pouvons par exemple l'emprisonner à vie, bien entendu, parce qu'il peut être dangereux, etc. Et d'ailleurs, c'est le traiter humainement que de lui permettre d'avoir un procès, de pouvoir s'exprimer. Nous ne le torturons pas non plus, quoi qu'il ait fait par ailleurs, parce que c'est cela son humanité, et il ne faudrait pas que, parce que lui-même n'a pas honoré la dignité humaine, il nous conduise à ne pas honorer la sienne. Il nous mettrait évidemment ici dans une contradiction insoluble. Par conséquent, la dignité, c'est bel et bien ce qui reste quand toutes les apparences d'humanité même ont pu disparaître et s'effacer. J'aime à citer un vers du tragique grec Sophocle. Sophocle, 5 siècles avant Jésus-Christ, raconte l'histoire du vieil Édipe. Vous connaissez tous l'histoire d'Édipe, ne serait-ce que parce que la psychanalyse nous a fait connaître le complexe d'Édipe, mais ce n'est pas de cela que je vais parler. Le vieil Édipe, vous savez, il est donc à la fin de son existence, il est aveugle, il s'est crevé les yeux, il marche avec une canne, soutenu par sa fille Antigone. C'est dans la pièce Édipe à Colonne. Pourquoi est-il dans cette situation? Lui, l'ancien roi glorieux de Thèbes, parce qu'il a commis dans sa vie 2 fautes, enfin ce que nous appelons nous autres fautes, mais qui, dans la Grèce antique, était le fruit d'un destin, d'une fatalité terrible. Il a premièrement tué son père sans savoir que c'était son père, et deuxièmement, il a couché avec sa mère sans savoir que c'était sa mère. Inceste, parricide, les pires crimes qui puissent se concevoir d'une certaine manière. Et donc il n'en peut plus, et il chemine, errant, vagabond. Et Sophocle place dans sa bouche ce vers absolument extraordinaire. Alors, c'est lorsque je ne suis plus rien que je suis vraiment un être humain. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que la dignité? Je disais tout à l'heure, c'est ce que vous ne verrez jamais sous un scanner, sous un microscope. Mais c'est ce que vous verrez si vous savez regarder en face. Vraiment, je remercie beaucoup notre premier intervenant d'avoir parlé si bien de Cézanne et du regard que Cézanne avait sur un paysage. Parce que c'est exactement la même chose qui nous est demandé de faire vis-à-vis des autres êtres humains. Il se pourrait bien que nous l'oublions. Parce que le mot de dignité, il faut le reconnaître, la langue, elle est fluide, la langue, elle est polysémique. Il y a un autre sens qui existe et qui est parfaitement légitime. Je suis plus ou moins à la hauteur d'une situation, je suis plus ou moins digne. Je viens de donner des exemples de grands criminels. Eh bien, évidemment qu'ils n'ont pas été dignes de la condition humaine. Bien évidemment, il peut se trouver des personnes qui ne correspondent plus aux normes classiques que l'on définit de ce qu'est un être humain. C'est ce que fait Singer d'une façon assez cynique, au bout du compte. Mais ce deuxième sens du mot de dignité n'a rien à voir avec le premier. Le premier, c'est un sens, je répète ce mot, axiologique, c'est-à-dire une valeur affirmée. Je n'ose pas prononcer un deuxième mot parce que là encore, il ferait un peu trop, peut-être, savant. C'est le mot ontologique. Je veux dire simplement que l'être même de l'humain est digne parce qu'il est un être humain. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est en même temps un appel, c'est en même temps une valeur à honorer. C'est-à-dire que quand nous disons que la dignité est un concept axiologique, retenez axiome, c'est l'axiome qui permet de tout faire tenir. C'est ce qui permet de faire tenir la morale, c'est ce qui permet de faire tenir l'humanité, qui ne dégénère pas dans une simple description d'êtres qui seraient réduits à leur simple utilité. Si vraiment nous voulons faire tenir l'humanité debout, c'est en maintenant très fermement cet axiome, donc cette définition axiologique de la dignité. La dignité, c'est rien d'autre que l'appel muet, ou peut-être pas muet d'ailleurs, que nous adresse autrui et à quoi, individuellement, mais aussi et surtout collectivement, nous sommes invités à répondre. Ce qui se passe avec l'expression « mourir dans la dignité » aujourd'hui, vous savez que c'est presque devenu le synonyme de « mourir euthanasié ». C'est assez terrible. Quand je me trouve sur des estrades, et ça m'est arrivé assez souvent ces derniers temps, avec des collègues philosophes ou non philosophes, qui sont d'ailleurs des amis dans la vie privée demeurant, et qui sont, peut-être comme André Comte-Sponville, membres du comité de parrainage de la DMD, de l'Association du roman de la dignité. Eh bien, ces personnes-là m'accordent tout à fait que le mot de dignité est une usurpation et même une contradiction, parce que philosophes ils sont, et philosophes ils savent
qu'on ne peut pas impunément retirer la dignité à quelqu'un sous prétexte qu'il n'a pas les capacités qui sont accordées sous forme de normes déterminées à d'autres êtres humains. Et donc, ils me disent, l'association que je parraine ne devrait pas s'appeler comme ça, elle devrait s'appeler « Mourir dans la liberté ». Bon, un autre débat. Choisir sa mort, c'est une autre question. Mais en tout cas, dire qu'il y a des êtres qui ont perdu leur dignité parce qu'elles ont perdu le sentiment de leur dignité, on l'a déjà dit ce matin, n'inclut pas que nous devions, nous autres, les conforter dans le sentiment qu'elles ont perdu leur dignité. C'est cela, je crois, la boussole du soignant. C'est ce que j'ai appris des soins palliatifs, et moi qui n'étais pas du tout prédestiné à m'occuper de ces questions, mais qui m'intéressait plutôt à la question de l'humain et de l'inhumain, j'ai rencontré ici, dans les soins palliatifs, ce n'est pas pour vous flatter, mais j'ai rencontré justement cette petite flamme qui permet de maintenir l'essentiel et de ne pas se tromper sur l'usage des mots. En conclusion, je ne sais pas où, j'ai oublié de regarder ma montre en commençant, mais bon, je peux encore conclure en 1 minute. En conclusion, donc, il y a des usages possibles, différents de ce mot, mais il faudrait à chaque fois les mettre dans son contexte. Quand je participe aux formations des personnels soignants, dans les diplômes universitaires de soins palliatifs, par exemple, je dis toujours, le soignant a une exigence éthique de ne jamais oublier le premier sens du mot de dignité. C'est-à-dire le fait que, qui que vous soyez, vous en face de moi, quelle que soit l'idée que vous avez de vous-même, quelle que soit votre apparence, quel que soit le sentiment que vous avez de vous-même, moi, je suis là en tant que représentant de l'humanité, oui, parce que les soignants sont les délégués auprès des plus fragiles d'entre nous, les plus vulnérables. Moi, je vous regarde parce que vous me dites quelque chose de moi-même, et je voudrais vous dire, même si un jour je n'aimerais pas être dans votre situation, c'est pas ça qu'il faut dire bien entendu, mais je voudrais vous dire que vous comptez. Vous comptez, et au fond, qu'est-ce que c'est qu'un soignant? Ce n'est pas quelqu'un qui a une idéologie, il faut faire ceci, il faut faire cela, c'est quelqu'un qui dit « je suis là ». Mais c'est énorme, Et tant que ça existe, c'est le moment d'utiliser le mot « ça » dans un autre sens que celui de tout à l'heure, eh bien, nous n'en aurons pas fini, je crois, avec ce qui fait le ressort profond de l'humain. Sachant que ce deuxième sens du mot « dignité », qui dit il y a des aptitudes et des performances et des incapacités qui sont telles qu'il vaut mieux disparaître, être exécuté. J'ose utiliser le mot d'être exécuté, c'est le professeur Sicard qui l'utilise quand il est revenu de Belgique, par exemple. Il dit non, l'exécution, ça n'est pas la réponse que nous pouvons donner à quelqu'un qui a perdu ses capacités, qui a perdu sa raison de vivre. La réponse, elle ne peut être que, encore une fois, dans l'incertitude complète, bien entendu, pas avec dogmatisme. Je suis là, nous sommes là, et la société nous invite à être là, à vos côtés. C'est cela, je crois, qu'il faut toujours entendre. Ce que je dis au personnel soignant quand je les rencontre dans le cadre des DU de soins palliatifs, c'est vous regardez la dignité, vous la voyez parce que vous avez le regard qui vous permet de la voir. Et bien évidemment, le patient, lui, va utiliser le mot de dignité. Vous voyez bien, j'ai perdu ma dignité, vous voyez bien, je ne suis plus capable de ceci, de cela. Lui, il a le droit de dire, j'ai perdu mon sentiment de dignité, et vous avez le devoir de dire, je comprends, vous avez perdu le sentiment de votre dignité. Mais ce n'est pas avec des paroles que ça se passe, c'est avec un regard, c'est avec des gestes. C'est une façon d'être là, et comme on l'a dit ce matin, ça ne s'enseigne pas. Je redoute le jour où il y aurait des formations à l'éthique avec des grilles à remplir, des cases à cocher. Non, il y a un axiome de départ qui est oui ou non, est-ce que je regarde l'autre comme un être humain, quel que soit son état, quelle que soit sa dégradation. Sa dignité axiologique jamais ne peut se perdre, même si son sentiment de dignité peut se perdre. Je vous remercie.